Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et comme convenu, je vous propose les moments choisis de la saison 1 partie 2. Ces moments choisis concernent les épisodes 19 à 37. Je tenais à remercier tous les invités qui m'ont accordé leur temps et qui se sont livrés en toute transparence. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici les moments choisis de la saison 1 partie 2. Épisode 19, Alexis Berg. Et la photo est arrivée un peu par accident, quoi. Je suis pas un photographe qui a toujours vécu avec un appareil entre les mains, une passion qui date de l'enfance. C'est arrivé encore une fois, par une sorte d'accident. Et puis des fois, voilà, le hasard fait bien les choses. Et raconte-nous un peu cet accident, comme tu l'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour mettre tes premiers pas dans la photographie? Je sais pas. Je crois que il s'est tout de suite, quand j'ai commencé à faire des photos, donc assez tard, on m'a offert un appareil photo. Je pense que beaucoup de gens, c'est comme ça que ça commence. Mm-hmm. Et puis j'ai tout de suite senti quelque chose d'assez intuitif et une forme de plaisir ou je dirais même faut pas se méprendre quand je dis ça, mais une forme d'aisance, quoi, quelque chose d'assez naturel, une sorte d'assez naturel, quoi. Il y a d'ailleurs une anecdote, je la raconte souvent parce qu'elle est un peu amusante. J'avais filmé le départ. Le départ de la diagonale, c'est le soir. C'est la nuit. Et donc après ça, j'avais fait, je sais pas, une dizaine de kilomètres. J'étais monté quelque part et je me suis installé dans une montée un peu au milieu de nulle part et j'attendais, voilà, les premiers. Je m'étais dit, voilà, je vais les photographier. Et du coup, voilà, sur ce qui est en fait un peu ma toute première photo de trail, on voit un gars qui a l'air un peu trop grand pour ce sport, d'après moi, et puis derrière lui un type voilà, un peu renfrogné qui semble un peu timide sur l'image, quoi. Et du coup, pour donner un peu la perspective de ce que j'étais, enfin de quel était mon rapport à ce sport, j'avais vraiment aucune idée de qui étaient ces deux gars-là qui venaient de passer devant moi. Et en fait, la photo, comme je l'ai gardée, je sais maintenant qui sont ces deux bonhommes-là. C'est François Den et Kylian Jornet. D'accord. Épisode 20, le LTP demande conseil à Pascal Balducci. Et en fait, si on s'intéresse aux motivations, et ça permettra de répondre à la question, en fait, il y a énormément de recherches là-dessus, mais il y a deux grands types de motivations. Ce sont les motivations qu'on appelle extrinsèques et les motivations intrinsèques. Tout ce qui est extrinsèque, c'est tout ce qui va être en dehors de soi. C'est-à-dire, je pratique, voilà, pour un peu de reconnaissance sociale, peut-être pour gagner des primes, pour qu'on parle de moi dans les journaux, des choses comme ça. Et puis, mais c'est pas celles qui nous intéressent, nous, en tant qu'entraîneurs. Et puis, il y a les motivations intrinsèques. Alors, c'est celles qui sont, notamment les motivations, le plaisir. Je pratique parce que ça me fait plaisir, de courir, parce que j'y trouve, voilà, pour moi, personnellement, et là, ça n'a rien à voir avec les autres, j'aime courir, tout simplement. Ou alors, c'est aussi la motivation, par exemple, à l'accomplissement de soi. Je fais ce sport parce que je m'accomplis, parce que j'arrive à me dépasser, parce que voilà. Et ça, c'est des choses qui sont ancrées en soi, et c'est justement, encore une fois, sur ces motivations-là qu'il faut se baser. Si ces motivations sont pas là, en fait, on s'aperçoit que l'activité, elle s'arrête. Moi, j'ai connu ça avec des athlètes élites, par exemple, qui chassaient les primes. Alors, je parle pas dans le milieu du trail, mais dans le milieu de la course sur route, il y a quelques années, voilà, des coureurs qui chassent les primes. Si d'un seul coup il n'y a pas de primes, ils sont plus motivés. Par exemple, la course, ça les intéresse plus. S'ils peuvent plus gagner d'argent, finalement, la course n'est pas intéressante. Alors que quand on court pour le plaisir et pour l'accomplissement de soi,
bah finalement c'est ça qui reste. Parce que même si on nous enlève la compétition, alors la compétition, bien entendu, c'est une motivation, hein, c'est là-dessus qu'on se projette et on va y revenir après. Mais la motivation première, ça doit toujours être justement le plaisir et l'accomplissement de soi. Et même si on enlève la compétition, du coup, on a toujours plaisir à les pratiquer, on a toujours plaisir à se faire du bien dehors, voilà, à mettre son corps en mouvement. Épisode 21, Fred Bousseau. Mes premiers pas avant d'être à trail endurance, en fait, j'ai beaucoup aidé les Templiers au début, quand c'était encore à Nantes. C'était très très amical dans le sens où c'était une bande d'amis en fait qui était à l'origine de ce noyau autour des organisateurs. Et en fait, on était très impliqués dans le balisage en fait et dans la cohésion. Donc il y avait Yves-Marie, il y avait sa femme, il y avait tout un noyau et en fait on partait souvent 2-3 jours avant sur Nantes et on faisait le balisage des Templiers. Voilà, c'était vraiment ambiance bon enfant qui se retrouve encore dans beaucoup d'organisations. Hein. Mais c'est vrai que mes premiers pas ont été sur les Templiers. Voilà, en tant que vraiment noyau, je faisais quelques courses. J'avais aussi fait quelques raids d'aventure dans les raids SFR ou les défis verts. Mais le trail a vraiment commencé pour moi sur les Templiers. L'aventure a commencé là-bas. J'étais très intéressé par les produits, donc je faisais déjà pas mal de tests produits. J'allais sur beaucoup de courses parce que j'étais disponible le week-end, donc j'aimais bien aller sur les courses. Et je me suis dit, aujourd'hui, la communication et la médiatisation des courses va changer. Je vais sur une course, on va pas attendre le prochain numéro pour en parler. Autant en parler tout de suite. Donc, l'idée, c'était de faire 2-3 photos. On avait encore les appareils photo Canon ou les gros appareils photo, les gros boîtiers. Et puis, c'était aussitôt de faire un résumé après course, de mettre les classements et puis d'avoir 2-3 photos. Et puis voilà. Donc, le basculement s'est fait presque naturellement. Et puis, de la même manière pour les réseaux sociaux, c'est venu naturellement il a fallu aussi communiquer cette information sur les réseaux sociaux. Et puis depuis 4-5 ans, maintenant est venue l'ère des lives où il faut qu'on soit encore plus réactif. Donc on essaie de produire l'information en temps réel, quoi. Quel est ton avis concernant l'évolution de la pratique depuis 20 ans, depuis que tu connais que tu connais ce milieu? La pratique, elle a été énormément médiatisée. C'est devenu un sport de mode. Hein. Aujourd'hui, on le voit très bien. Hein. Il y a quelques années, on parlait trail. Déjà, les gens, ils pensaient trial. Ils pensaient que c'est de la moto. Après, on a vu il y a à peu près 10 ans, trail running, c'était à peu près vague, mais le mot commençait à rentrer dans les consciences et les gens ils disaient ah oui c'est l'espagnol là, ok, bon d'accord, on connaît donc Kylian machin, voilà. Et puis depuis 4-5 ans, je pense que la grosse médiatisation qu'il y a eu autour, effectivement, Kylian il y a beaucoup fait, hein, je pense que si on n'avait pas eu Kylian, on n'en serait pas là. Après les coureurs français, François, Xavier, Seb que je citais tout à l'heure ont aussi fait une grosse promotion de ce sport, les médias s'y sont intéressés, l'UTMB a énormément participé à la promotion au niveau des médias nationaux et internationaux, puis après est venu l'Ultra Trail World Tour, et puis on va dire depuis 5-6 ans, on a assisté à la mondialisation du trail, et effectivement aujourd'hui quand on parle trail running, les gens savent ce que c'est. Épisode 22, Cécile Bertin. On faisait absolument pas de sport, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est le seul sport que j'ai pu faire, c'est apprendre à faire du vélo pour aller chercher le pain. Donc à l'île de Ré, puisque on a la chance d'avoir découvert cette île avant que ce soit à la mode. Donc moi j'y ai toujours passé mes vacances depuis que je suis toute petite. Mais voilà, point barre. J'ai fait de la danse classique comme toute petite fille de la bourgeoisie provinciale. Non mais je plaisante, mais c'est un peu ça. J'étais vraiment pas douée, donc j'ai pas non plus. On n'a pas découvert tout d'un coup que Pietra Gala était présente. Donc j'ai absolument rien fait.
On n'était pas du tout en mode on fait de la rando, on va à la montagne l'été, jamais. Et même pire que ça, puisque j'ai été dispensée de sport à la fin du collège pour des problèmes de dos. Donc la médecine scolaire m'a carrément sortie du sport à l'école. Pour mon plus grand bonheur, je détestais ça à un point que je ne peux même pas imaginer. J'étais furieuse parce que mon père est médecin et il refusait de me faire des certificats médicaux. Donc, je me suis tapé, mais tout, quoi. J'ai un souvenir, pour moi, le sport était un cauchemar. Voilà. Un de mes pires souvenirs d'adolescente, c'est vraiment le cross du collège, quoi. J'ai cru que j'allais mourir, je ne sais pas où était l'intérêt. Donc, voilà. Donc, dispensée de sport et la plus heureuse du monde de ne pas faire de sport. J'ai vaguement fait semblant d'aller en salle de sport quand j'étais étudiante à Paris parce que la fac avait négocié un accord. Non, c'est vrai. Avait négocié un accord avec une salle de gym à côté. Donc et en fait très vite j'y allais pour le sauna et le hammam. Donc pour préparer le marathon du Mont Blanc, ce qui est tout à fait le terrain adéquat, il n'y a pas de doute, parce que les montagnes à Limoges c'est très connu. Mais enfin bon, il y avait au moins un peu de terre par terre, voilà. Donc c'est un peu ça. Et je me suis pointée, je vais en faire toute ma vie, parce que franchement c'est des moments inoubliables. Je me pointe sur la petite place, donc à Chamonix. C'était voilà, il faisait beau d'ailleurs. J'avais ma jupette comme d'habitude, et j'avais un diadème parce que c'était mon anniversaire, donc j'étais en princesse. Voilà, et tout customisé mon dossard avec des stickers de princesse, n'importe quoi. Et quand même, quand je suis arrivée sur la place, je me suis dit, où est-ce que je suis? Parce que clairement, le profil là avait changé. C'est-à-dire, c'était plus les mêmes coureurs déjà que ce que je connaissais. Et il y avait une ambiance qui était quand même un peu différente. Bon, j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi que je foutais là. Mais bon, je me suis accrochée parce que de toute façon, en gros, on était partis. Puis qu'est-ce que vous voulez faire? On est à la montagne, donc là, il n'y a pas la possibilité de sauter dans un métro comme il y a au marathon de Paris. Il faut bien aller au bout. Ça a été surréaliste parce que d'abord on m'a dit vive la mariée pendant tout le truc parce que j'avais un diadème. Je suis pas mariée, je suis une princesse. C'est énervant. Donc déjà c'était un sketch. Et alors surtout le summum, donc premier ravitaillement, j'arrive, bon voilà, je bois. J'ai évidemment pas pris assez d'eau parce que j'étais partie sur l'idée de 5 km, je mets 30 minutes max. C'est bon, la caricature du néo-trailer. Tout. Caricature. Mais je me marre maintenant, mais donc, évidemment pas assez d'eau. Enfin, je suis arrivée assoiffée là-dessus. Premier ravitaillement. Deuxième ravitaillement, j'arrive. Et là, je commençais quand même à avoir un peu plus compris là où j'avais fait les baskets. Et là, j'entends une bénévole qui me dit « Ah, vous êtes là? Enfin, on s'inquiétait. » J'ai dit quoi? Elle me dit « Mais parce que le ravito d'avant, ils nous ont dit il y a une fille qui a un diadème. Elle a pas l'air de savoir où elle est. » Est-ce que vous pouvez nous dire si elle est bien arrivée quand elle arrive chez vous? Bon, je vais les prévenir. Je me dis, c'est une blague ou quoi? Et donc, à chaque ravitaillement, ils prévenaient que la princesse. C'est n'importe quoi. C'est une histoire vraie, ce que tu me racontes là? Non? C'est une histoire vraie, ce que tu me racontes? Ah bah oui. De toute façon, avec moi, il n'y a que des histoires vraies. Même quand je veux les inventer, c'est même pas le cas. Et est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir, si tu devais en sortir un? Ah voilà, le pire souvenir, ça va être c'est le Brésil, c'est le jungle marathon. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait il y a eu plein de choses. Après c'est assez particulier parce que c'est surtout que il y a toute une histoire, c'est-à-dire que cette course je l'ai faite sans aucune préparation du tout, puisqu'en fait j'ai pu être invitée, puisque là dans le cas présent j'ai été invitée j'ai pu avoir mon dossard, donc il chaud pour l'avion et tout, mais j'ai pu être invitée mais je l'ai été au dernier moment, c'est-à-dire que c'était quasiment un mois avant, donc aucune préparation, genre 270 bornes à l'improviste, à l'arrache, bon, c'est un peu particulier. Mais j'avoue qu'en fait je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit, qu'on trouve, vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, que elle est exagérée. Vous prenez le teaser du Marathon des Sables, pour ne citer que le plus connu, on a l'impression que c'est la guerre du Vietnam. Bon, je l'ai fait 2 fois, je sais bien que c'est pas la guerre du Vietnam. Donc là, je suis partie du principe qu'ils en avaient un peu rajouté. Pas du tout. Ils en ont pas du tout rajouté. C'est même largement en dessous du bordel qu'on a là-bas. Donc,
Bon, déjà, on peut assez peu courir parce que la jungle, les eaux et forêts font un travail de merde, comme je disais. Vive l'ONF. Vive l'ONF. Bah là, c'est du béni l'ONF. Oui, tu te rends compte qu'ils font un vrai travail, en fait. Hein. C'est un vrai job, les mecs, parce que il y aurait du boulot au Brésil. Donc, elle était balisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème de se perdre dans la jungle. Hein. Mais c'est balisé par l'armée, souvent, parce qu'il n'y a que qui ont le droit d'aller là-dedans. Donc, et puis tu passes ton temps à où escalader un arbre, ou passer en dessous d'un arbre, ou machin, ou t'accrocher à une liane pour essayer de passer autour du... Enfin, c'est infernal. Donc déjà, tu peux très peu courir proportionnellement. Déjà, t'as ça. Plus tout, tu te rends compte assez vite à quel point la jungle ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'elle te le fait énormément sentir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu poses tes fesses sur un bout de bois, t'as des fourmis rouges qui t'attaquent. Les insectes te détestent. Moi, j'ai des souvenirs. T'es sous pression constante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est infernal. J'ai mis mes écouteurs pour écouter de la musique parce que je n'en pouvais plus des cris des singes hurleurs qui te suivent dans la jungle. Parce que t'es là et t'as les tribus des groupes là de singes. Ça fait des bruits de sirènes de bagnole. Tu te dis, c'est pas possible. Et ils te suivent. Donc déjà, ça te met dans une ambiance un peu stressante. Enfin, tout est comme ça. J'ai vraiment eu très très peur et puis donc puisque je le raconte justement dans un de mes bouquins et que ça a effrayé pas mal de monde. En fait, je me suis fait attaquer par des guêpes Pepsi. Dont je suis responsable de l'attaque parce que je pense avoir cogné leur nid en fait, certainement. Il n'y a pas d'autre explication et je pense que c'est celle qui se tient le mieux. C'est-à-dire que donc en passant son temps à passer sous les arbres, au-dessus des arbres, machin, avec mon sac à dos, j'ai dû certainement cogner leur nid. Ça paraît le plus. Donc je me suis fait attaquer par ces bestioles et mes guêpes Pepsi, amusez-vous, allez voir sur YouTube aussi justement à quoi ça ressemble. C'est donc j'ai eu 16 piqûres. Je sais parce que j'ai enlevé les dards, donc j'ai eu le temps de compter. C'est considéré comme la deuxième piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. D'accord. Donc une déjà, mais 16 d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu, c'est des sensations inouïes parce que il y a le moment d'adrénaline où on a peur, on se dit il se passe un truc parce qu'on a toutes ces bestioles qui sont autour de vous et puis on réflexe voilà. Et puis tout d'un coup la douleur arrive et la douleur a été foudroyante. Ça a été un espèce de truc. J'ai eu l'impression que je prenais feu tellement c'était violent. Et donc j'ai eu le réflexe de me prendre mon eau que j'avais dans mes gourdes pour m'arroser le corps. Donc, ce qui est une intelligence rare, puisque se vider de son eau, enfin, ne plus avoir d'eau dans la... Bon, bref. Alors que vous savez que vous êtes à 6-7 km du prochain ravitaillement, ce qui est très long dans la jungle quand tu marches 6-7 km. Donc, il y a eu ça. Et puis, donc, il y a eu la douleur à gérer qui m'a vraiment coupé le souffle, qui fait que je me suis assise. Et puis, là, j'ai commencé à voir que donc, je gonflais. Et j'ai des notions de médical quand même et je me suis dit je suis peut-être en train de faire un choc anaphylactique donc je vais peut-être mourir là parce que de toute façon j'ai 20 minutes devant moi, les 7 km je vais pas les faire, j'ai rien, j'ai pas de seringue, je sais pas ce qu'il faut dans mon sac à dos à ce moment-là, donc je me suis assise et j'ai attendu de voir si j'allais mourir. Donc ça fait un peu, et j'ai compté les 20 minutes, je me suis dit de toute façon si dans 20 minutes t'es pas morte tu peux y aller, c'est que t'auras pas de choc. Donc j'ai commencé, ça a gonflé mais c'est jamais arrivé au poumon. Donc Épisode 23, LTP demande conseil à Virginie Roux. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les différents éléments qui constituent les aliments ? Bah oui, je vais essayer de vous les lister en étant le plus simple, le plus intelligible possible. Donc dans le temps imparti aussi, parce qu'on a une demi-heure, donc ça passe vite. Voilà, merci pour le challenge au passage, Nicolas. Je t'en prie. Bon, et tu vois, tu peux me couper si ça devient un peu trop technique. Alors, déjà dans les aliments, il y a toujours une partie liquide et une partie solide. Bon, tout simplement, la partie liquide, ça va être l'eau. Ça, on connaît bien. L'eau, ça va être dans les aliments, on va en avoir 3%, de 3 à 95%. Donc des aliments secs comme les biscottes et on va aller jusqu'à la pastèque, le concombre. Pour ça, tout est clair, c'est simple. Mais l'eau, à savoir, c'est un élément qui est hyper important et vital, notamment pour nous les sportifs. Je sais pas si tu as déjà souffert de déshydratation. Oui, comme donc, bon nombre d'entre nous, je pense. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait que 1% de déshydratation, quand on parle en perte de poids en eau, c'est 20%, non ? Ouais, 1% de déshydratation, ça correspond pratiquement à 10% de performance en moins. D'accord. Donc, on a intérêt de savoir bien s'alimenter et bien boire
pour bien pratiquer le sport et pas souffrir de déshydratation. D'accord. Voilà. Donc, dans les aliments, à savoir, il y a de l'eau. Après, il y a une partie solide. Donc, cette partie solide, c'est là où ça devient un peu plus technique. On a des protéines ou protides, des lipides, qu'on appelle aussi les graisses, dont le cholestérol. D'accord. Les glucides, donc qui sont constitués de sucre lent, on va dire, et de sucre simple. Et on a aussi dans les glucides les fibres, mais qui ne sont pas digestibles. Et ensuite, on a les sels minéraux, comme le calcium, le sodium. Magnésium. Voilà, magnésium. Le sodium, ça compose le sel. On sait que le sel aussi, c'est très important. Et on a aussi le fer, donc qui est vital dans notre pratique sportive. Et puis, on a les vitamines et les micronutriments comme les antioxydants. Donc là, on est vraiment dans l'aliment, on le décortique, on a vraiment tout ça. Les macronutriments et après les micronutriments. Épisode 24, Corinne Favre. Cette année, je vais avoir 50 ans, voilà. Donc, je vais faire ma 50e année. Donc, moi, je suis un petit peu une des pionnières, entre guillemets, de la discipline qu'on appelle maintenant le trail. Avant, nous, c'était la course de montagne. Donc, on a commencé on n'avait pas d'équipementier, pas de sac à dos, rien. On avait un petit short et un débardeur et on courait. Comme ça, à peine une gourde, parce qu'à l'époque, il y a des choses qui n'existaient pas. Quand j'ai commencé, j'avais même pas un soutien-gorge de course à pied. Je crois quand j'ai gagné ma première 6000D, il y avait rien encore. C'était très, très élaboré. Donc, ça peut faire rire maintenant. On courait un petit peu avec ce qu'on avait et puis, ça allait, quoi. On était des passionnés de montagne et de nature et c'est pas le matériel qui faisait tout. Et moi, j'étais un petit peu une autodidacte et puis j'étais passionnée de la montagne, voilà. Un jour, j'ai des copains qui m'ont dit, en 92, j'avais 22 ans, pas chiche de venir faire une course, c'est la 6000D. Je dis, c'est quoi ça? Ils me disent, tu montes 3000 mètres au glacier, tu descends. Je dis, ouais, pourquoi pas, je connaissais pas, toute jeune, et me voilà embarquer là-dedans. Et ça m'a marqué toute ma carrière parce que première course, pas vraiment encore trop d'entraînement, assez en chair, j'étais beaucoup plus ronde que maintenant. Et là, je gagne devant la championne du monde des 100 km, Isabelle Olive. D'accord. Et à l'époque, j'avais mis moins de 6 heures, ce qui était déjà bien, 5,59. Et là, ça a été une révélation. Je dis, tiens, j'ai des capacités en montagne. Bon, on en reparlera après, mais je crois que la 6000D, tu l'as gagnée 14 fois, je crois. Oui, j'ai gagné 14 fois. Et en fait, c'est cette course qui a été la révélation du reste de ma carrière. Voilà. Donc tout à l'heure, tu disais que les courses type UTMB, c'était pas trop ton truc. Donc on va quand même rappeler pour ceux qui ne le savent pas que tu as fini première de la première édition de la CCC au scratch devant tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette course? Voilà, c'était assez rigolo. Là, c'était la première édition. Donc, c'est la CCC, c'est Courmayeur, Champèche-Chamonix, c'est la moitié du Tour du Mont Blanc. Donc là, c'était une première édition. Donc voilà. Et il s'est avéré que ce jour-là, je sais pas ce que j'avais mangé ou si j'étais en forme ou pas. Et ça m'a marqué. Il y en a un que ça a marqué aussi, mais il va m'entendre le dire. De toute façon, il sera bien obligé. La seule femme qui ait battu François Daen, c'est moi. D'ailleurs, il s'en rappelle toujours et il sera pas étonné que je rappelle parce qu'en 2006, François Daen. Il est arrivé 4e, non? Il est arrivé 4e, je crois. Et moi, je l'avais doublé et je dis, mais qui c'est ce jeune? C'est le dernier que j'avais rattrapé et c'était François Daen. Et d'ailleurs, il s'en souvient toujours comme j'avais rattrapé avant la fin de course et il me dit, t'es quand même la seule femme qui m'a battu. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, on a perdu un petit peu de cette entraide. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux. Et je veux dire, tu peux être sérieux en courant sans te prendre en sérieux. Moi, à chaque fois qu'on m'interrogeait au départ des courses, Corinne, vous voulez faire quoi aujourd'hui? Je dis, j'en sais rien, je parie, on verra bien. Moi, je savais pas si j'allais gagner, si j'allais perdre, Mais en tout cas, j'étais pas coincée. J'étais quelqu'un de nature. Je disais, je pars, on verra bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que les gens, des fois, ils vont dire un mot au départ, t'as l'impression qu'ils vont perdre de l'énergie. J'ai envie de leur dire, mais souriez, détendez-vous, ça va bien se passer, quoi. Comme disait moi, Steph Husson qui est décédé en montagne, détendez-vous, ça va bien se passer. Et à l'époque, moi, j'ai eu un gros accident en 2008 sur le Puy-Maury.
J'ai pris part à 2 expéditions. Donc en 2003, j'étais avec une expé suisse au Shoyu. Donc là, c'est pareil, j'ai été malade, j'ai pas pu faire le sommet. On était parti pour faire le sommet, mais sans oxygène. Moi, j'ai dû redescendre à 7006. Et en 2008, on était sur une expédition au Pumori. Et là, je sais pas si vous avez su, j'ai eu un accident. J'ai reçu un énorme bloc en descendant sur la corde fixe. On n'avait pas fait le sommet. J'ai reçu un énorme bloc de glace sur moi. J'ai lu ça, c'était Donc, donc sur j'ai la eu partie, c'était un Himalaya côté Népal. voilà, côté Népal, au Pumori, en redescendant sur la corde fixe qu'on avait fixée, il y a un énorme bloc qui s'est détaché de la montagne et qui m'a happé là de plein fouet. Donc moi, j'ai eu pneumothorax, j'ai eu côte cassée, j'ai eu œdème facial, j'ai eu plexus brachial, j'ai ma main droite j'ai les nerfs qui ont été tout touchés. Donc à des fois, les trucs très très précis, j'ai du mal à les faire. Ça fait une dizaine d'années. J'ai été opérée à Katmandou par un professeur indien dans un hôpital pour Européens. Ouais, je reviens parce que j'aurais pu passer. J'ai pris un énorme bloc de glace, la taille d'un fauteuil, et voilà. J'ai Et lu après, ça, c'est ouais. le Népalais qui m'a redescendu dans son panier à porteur jusqu'au camp de base. Et là, j'ai été pris en main parce que là-bas, l'hélicoptère vole pas tous les jours. Et là, il a pu voler et puis ils m'ont administré les soins. Voilà. D'accord. On va profiter de cette expérience dramatique, mais qui heureusement s'est bien terminée, pour parler un peu de sécurité en montagne. Qu'as-tu retiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message par rapport au trail et à la montagne? Je veux dire, faut quand même faire attention parce que maintenant, je vois que de plus en plus de records aussi se font en partant de Chamonix avec les baskets. Hélas, on voit quand même des gens qui sont très très bons physiquement, qui grimpent très vite, mais c'est pas des montagnards. Et je pense qu'il faut pas négliger l'équipement, les conditions météo. Il faut quand même bien tout prévoir à l'avance, voir ce que pensent les guides. Il y a de plus en plus de trailers qui veulent un petit peu imiter Kilian, que je connais sa maman. Et là, s'il n'y a pas 3 Kilian sur Terre, sûrement. Enfin, je veux dire, attention, la montagne, ça reste la haute montagne, c'est le monde de l'altitude, donc il y a des crevasses, il y a des dangers objectifs, et il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, je veux dire, faut pas mélanger les deux. Tu vas en haute montagne, tu prends l'équipement qu'il faut, hein, piolet, crampons, baudrier, et tu t'équipes pour la haute montagne. Et pour ceux qui ne savent pas, mais Voilà. Kilian enfin, je le connais pas personnellement, mais c'est un vrai montagnard. Oui. Moi, je le connais. Il connaît excessivement bien la montagne. Voilà, moi j'ai habité un petit peu côté espagnol là-bas et son papa avait un gîte. Sa maman, elle est prof. Je connais bien ses parents et c'est vrai que lui, depuis petit, la montagne, c'est quelqu'un, il n'y en aura pas deux comme lui, des Kilian. Je suis désolée de dire ça, mais il est extraordinaire. Voilà. Épisode 25, Gilles Bertrand et les Templiers. Et puis, dans VO2, en fait, on a popularisé au départ par les 2 grands articles que nous avions réalisés sur la Western et le Leadville, on a fait connaître le trail. Et là, des organisateurs français se sont emparés de l'idée. C'est donc Agigondas, donc Frédéric Boucher qui a créé le Grand Raid d'Antel Ventoux. Et un jour, il me téléphone, il organisait une course qui était une course un peu terroir, découverte du vignoble, là, au pied du Ventoux. J'avais même fait un sujet chez lui. Et il me dit, voilà, tu as parlé d'un truc nous, on peut faire ça chez nous, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc je l'avais rencontré et je lui ai expliqué comment ça se passait un trail. Et lui, donc il avait créé le raid d'Antel Ventoux. Donc je dis bien raid parce qu'à l'époque, on ne disait pas du tout trail. En fait, on faisait les premières grandes épreuves organisées en France se sont appelées raid parce que il y avait donc à La Réunion le grand raid de La Réunion, voilà, qui avait pris le mot raid, dans les Pyrénées aussi. Puis aux États-Unis, le mot trail était peu utilisé finalement, puisqu'on préférait dire endurance run, 100 miles endurance run. C'était plutôt le titre générique pour appeler une épreuve de trail. Ouais. Voilà, quelques épreuves se créent en France. Et moi, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie familiale. Je vais adopter une petite fille au Tchad, Anaïs, qui avait 2 mois. Et en revenant, avec Odile dans l'avion, on se dit comment pouvons-nous aider cette ONG qui est installée là-bas au Tchad?
qui vit avec pas beaucoup de moyens, qui donc gère un centre, l'orphelinat, un centre de PMI, une école pour former des artisans, un centre d'éducation pour les jeunes filles, etc. dans le sud également, à Coumra. Que pouvons-nous faire? Et c'est là qu'on décide d'ouvrir le tiroir, de ressortir le dossier de l'épreuve que nous souhaitions faire à Millau. Et puis là, le projet prend forme, on réfléchit un peu plus à ce que doit être l'épreuve. Alors on enlève le vélo, on enlève les chevaux, et on s'inspire plus de ce qu'ont fait les Américains avec leur trail, c'est-à-dire s'ancrer dans une histoire. C'est-à-dire de partir soit d'un sentier historique ou s'accrocher à l'histoire pour raconter également une histoire, pour témoigner sur du patrimoine. Et c'est pour ça que nous allons sur le Larzac et que la première édition, en 95, propose un circuit qui, grosso modo, fait le tour des cités templières. Voilà, ça, c'est une grande étape de notre vie, évidemment. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'est décidé le nom et le thème de la course. J'aimerais revenir sur le Templier de l'année dernière et sur son annulation en rapport avec les fameuses conditions météo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette annulation-là? Oui, c'est vrai, je me suis beaucoup expliqué là-dessus, c'est normal. Mais comme je l'ai répété plusieurs fois, une annulation, il faut l'avoir intégrée avant. C'est-à-dire, quand on organise, nous, on organise à notre échelle. Hein. On n'est pas ASO, on n'est pas le CIO, quelque part, on est, même si l'événement est important dans l'univers du trail, on reste des organisateurs modestes. Donc, mais malgré tout, on se doit, quelle que soit l'importance de l'épreuve, être en capacité d'intégrer le fait qu'on puisse être contraint d'annuler. Voilà, donc ça, chaque année, vous pensez à cette donnée-là. Voilà. Donc pour moi, au fond de moi, je l'avais en moi, ça. Je savais qu'un jour... C'est déjà arrivé? Non. C'était la première fois? Même aucune alerte, aucun questionnement. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, je serais obligé d'appuyer sur le bouton rouge. C'est stop. Alors, après, comment cela s'est déroulé, nous avons des bulletins météo qui sont très imprécis, voilà, mais ça, on le sait. C'est une donnée constante. Il y a parfois des bulletins météo très précis parce que on est sur des phénomènes, des prévisions qui sont très stables. Donc là, on n'a pas de souci à se faire, que ce soit pas très beau ou très beau, mais on sait qu'on aura un temps bas, 7 degrés, un peu de vent, et puis ça ne va pas bouger. Là, par contre, nous avions des prévisions qui étaient vraiment imprécises, qui ont bougé constamment, et jusqu'au samedi matin, on avait 3 bulletins différents, hein, puisqu'on avait 2 abonnements, bon, plus la météo du viaduc de Millau, qu'un salarié du viaduc nous fournit gracieusement. Donc le samedi matin, on n'était absolument pas en mesure de savoir si nous allions être confrontés à un vrai cataclysme. Impossible. Moi, à midi, je vais au PC, on regarde ensemble les bulletins. Pour nous, il y a un risque en fin de soirée, mais pas plus. Par contre, à 18h30, là, on a eu des bulletins beaucoup plus précis, avec un risque d'orage à 10h30. Donc, moi, j'étais sur le terrain, donc je suis rentré en urgence. Bon, un quart d'heure plus tard, j'étais au PC. On a fait une réunion de crise. Donc, le temps de réunir toutes les personnes qui étaient susceptibles d'apporter un avis pertinent arrive. Bon, je me souviens plus des horaires exacts, mais passé 19h. Et là, on a passé 1h30 effectivement à évaluer si on prend le risque ou si on ne le prend pas. Parce que l'intensité des orages n'était pas précisée. Donc, nous sommes 1h30
à essayer d'évaluer s'il est possible ou non d'organiser en prenant un risque éventuel. Et c'est au final la voie de la sagesse qui l'a emporté. Épisode 26, Guillaume Sio est dans la tête d'un coureur. Est-ce que tu peux nous parler du moment, du déclic où tu as décidé de créer ce podcast dans la tête d'un coureur ? Alors, en fait... Parce que c'est toi qui a été l'instigateur de l'idée originale. Exactement. Alors, exactement, ouais. Je suis... alors, j'ai été inspiré par beaucoup de choses, hein, mais oui, j'ai eu cette envie-là. Tout simplement, j'étais passionné de course à pied, vraiment. C'est-à-dire que j'ai baigné dans la course à pied depuis tout petit, et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et malheureusement, en 2016-2017, j'avais envie de consommer du contenu. Je lisais déjà beaucoup de livres, je cherchais sur Internet beaucoup de documentaires. J'étais très très friand de contenu pour m'alimenter et pour me faire grandir dans ma pratique du sport, de la course à pied. Et un peu frustré de pas trouver ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, si tu cherchais du contenu d'actualité ou pour progresser, tu avais la presse spécialisée. Qu'il faut leur rendre hommage, hein, parce que des titres aujourd'hui comme Jogging International ou tu vois toute la presse VO2, ce genre de choses, bah, c'est des gens qui ont énormément contribué à l'époque pour populariser notre sport, mais qui avec l'arrivée du digital peut-être a perdu un certain souffle, a peut-être loupé un peu le coche du numérique et aussi de la transformation des coureurs, parce que le coureur d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le coureur d'il y a 20 ans. C'est clair. Donc, il y avait ce décalage. Donc, forcément, quand tu lisais les titres sur Jogging International, c'était assez redondant. C'était très sur le coureur très, très débutant. Des fois même, j'avais l'impression d'être un peu infantilisé, où on disait, voilà, faut surtout pas se blesser, un marathon en 5 heures, le plaisir. Des éléments qui sont intéressants, mais tu vois, quand tu veux progresser, t'as pas forcément envie qu'on qui correspondait pas à ce que tu attendais des médias que tu lisais, quoi. Exactement. Et après, tu avais Internet, tu avais YouTube, mais les codes de YouTube, c'est très... alors, les 10 erreurs à ne pas faire, ou des choses un peu, tu sais, de derrière les fagots, un peu provocateur. Il faut le repos, c'est ce qui va vous faire progresser. L'entraînement, c'est ce qui va vous faire dégraisser. Tu vois, des choses qui sont très... fait pour attirer le clic, hein, parce que les créateurs de contenu s'adaptent au code du média, et le code de YouTube, c'est souvent ça, même si ça évolue. Mais c'était ça. C'est très cliché, en fait. Très cliché. Ouais, c'était très cliché. Et puis, très 10 minutes, 11 minutes. Tu te rends compte finalement qu'il te faut attendre 6 minutes pour vraiment avoir quelque chose qui aurait pu être dit en 2 minutes, quoi. Donc, de la frustration de pas trouver ce qui me correspondait vraiment en tant que coureur. Donc, je me suis dit, comme je travaille dans les médias et que je connaissais aussi un peu les codes, je me suis dit, écoute, si ça n'existe pas, tout simplement, crée-le, fais-le. Puisque tu parlais, on en parlait un petit peu juste avant l'enregistrement tous les deux. Alors, en toute sincérité, je suis un peu mal placé pour parler, puisque le podcast que j'anime est revendiqué 100% trail, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais je pense qu'il y a quelque chose qui tient à cœur, c'est l'aspect communauté et l'aspect clivage entre courses sur route, trail, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue par rapport à ça ? Alors, en fait, t'as l'aspect communauté que j'adore et t'as l'aspect communautaire que j'aime moins, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est-à-dire que malheureusement, on est un peu comme ça en tant qu'humain, c'est qu'on a tendance à vouloir créer... on est un peu tribal, en fait. Tu vois, dans notre approche, humainement, on est assez tribal, on aime bien les groupes, on aime bien les communautés, on aime bien les cases, on aime bien les étiquettes. Et finalement, le revers de ça, c'est qu'on a tendance un peu à se renfermer sur soi-même. Et c'est quelque chose qu'on constate et qui malheureusement peut-être est en tout cas c'est mon point de vue à moi, hein, c'est hyper personnel, hein, je dis pas que c'est ça, j'ai pas la science infuse, c'est que mon ressenti hyper perso, mais malheureusement il y a de plus en plus de groupes, de communautés qui se referment sur eux-mêmes, et je pense que c'est dommage parce qu'aujourd'hui tu vois cette nouvelle génération de coureurs, elle va arriver que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Et c'est des gens qui sont vachement éclectiques. Et je pense que c'est une bonne chose et qu'aujourd'hui, on peut apprendre des uns des autres.
tu peux apprendre avec un triathlète, tu peux apprendre avec un trailer, tu peux apprendre avec un mec qui fait que de la piste, tu peux apprendre avec un mec qui fait que du 10 km. Mets-les ensemble, fais-les échanger et tu vas voir que tu vas avoir des conversations passionnantes. Et que le coureur sur route peut apprendre du trailer, le trailer peut apprendre du coureur sur route, on peut apprendre des triathlètes. Et que c'est excitant de mélanger cette communauté-là. Et c'est ce qu'on a voulu, nous, avec Dans la tête d'un coureur. Même s'il faut des podcasts spécialisés, et de rentrer dans le fond des sujets, c'est pas ça que je dis, mais il faut aussi des ponts entre les voilà, des passerelles. Épisode 27, Laurence Klein. Et en 2004, un athlète, Pascal Fétizon, qui était en équipe de France déjà de 100 km, m'a dit « Laurence, il faut que tu tentes la sélection pour une sélection pour les championnats du monde de 100 km. » 100 km, pour moi, c'était quelque chose de juste... Tu avais déjà fait des marathons ? J'avais déjà fait des marathons et j'avais un record et je tournais régulièrement en 2,48 quand même, donc j'étais sur du 15 à l'heure régulière. À 2,48. Donc je gagnais quelques marathons. Hein. J'étais une très bonne régionale, voire interrégionale à ce niveau-là. Surtout dans ces années 2,48. Voilà, c'était régulier. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce qu'elle est importante dans ma vie. Je vais vous dire, quand j'ai réfléchi à l'histoire en me disant mais non, une sélection, j'ai pas été capable d'offrir à mon père en 88 cette sélection. Donc moi, l'équipe de France, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et en rentrant à la maison après cette conversation avec cet athlète, j'ai regardé quand même quand tombaient les championnats, les sélections pour les championnats du monde. Et c'était le 20 juin 2004. Et le 20 juin 2004, en face de cet agenda, de ce calendrier, c'était quand même la fête des pères. Et donc, je me suis dit, à titre posthume, c'est le moment de recommencer et d'offrir cette possibilité d'avoir cette équipe de France et ce maillot bleu-blanc-rouge que mon père rêvait tant, pour que je porte. Et du coup, parce que tout petite, c'est vrai que je regardais les matchs de foot et autres. Mon père m'avait habituée à ce bleu, blanc, rouge et lorsqu'il y avait l'hymne française, de chanter la Marseillaise et autres. Donc, je suis quand même issue d'un milieu sportif, avec des valeurs patriotiques sportifs, et d'être toujours derrière cette équipe de France. C'est pour ça que peu importe quelle que soit la discipline, le sport, à chaque fois qu'il y a l'équipe de France, je serai toujours derrière. C'est très important pour moi d'être en appui de l'équipe de France. Mais du coup, en 2004, je me suis dit, je vais tenter ces championnats de France de 100 km. Donc, je me suis entraînée assez fort avec mon entraîneur de l'époque, Gilles Roca. Et à titre posthume, j'ai eu cette sélection au championnat du monde. Et donc, j'ai pu offrir à mon père cette sélection. Et après 2004, ma carrière internationale a commencé. Et donc, ensuite, j'ai enchaîné. Et je suis championne de France de trail TTN en 2010. Donc, je vais faire les championnats du monde de trail avec l'équipe en 2011. Ou avec Maud. C'était sur des formats de combien, le championnat du monde ? Alors, c'était un format de 70 km. 70 km au Connemara avec 3000 mètres de dénive. D'accord. Donc, avec Maud Gobert. Avec Maud Gobert, qui à ce moment-là est championne du monde de trail, et Aurélia Truel. D'accord. Où on gagne par équipe, et c'était juste formidable. Raconte-nous un peu plus en détail ce championnat du monde. Ah, ça fait partie. Alors c'est marrant parce que ce championnat du monde fait partie de mes meilleurs souvenirs et de mon pire souvenir en trail. C'est un mélange des deux. Alors, raconte-nous. Pourquoi le pire souvenir ? Le pire souvenir en trail, parce que
Parce que voilà, on fait le championnat, on pense qu'il y a 1500 mètres de dénive, mais on avait regardé le dénivelé, c'était sur un aller-retour et c'était l'aller qui faisait 1500 mètres de dénive. Donc, j'avais pas pensé qu'il y avait les 1500 mètres du retour qui allaient être très, très dur. Donc, il y avait 3000 mètres de dénive au total et je me souviens avec Thierry Breuil à l'époque où on était plutôt des coureurs assez rapides de trail, on s'est retrouvés à se dire mais en fait il y a 3000 mètres de dénive et nous on s'était entraînés sur des formats qui faisaient 1500 mètres. Donc c'est vrai qu'on a été tout de suite très surpris tous les deux et on s'est dit ça va faire très très mal. Mais en même temps on avait une vraie chance de victoire. Donc je suis partie avec les filles devant. Maud très vite a pris la tête et gagne ce championnat. Et Aurélia était plutôt très bien et finit 3e du championnat. Moi, je bataillais derrière à la 5e et 6e place. Et en fait, comme ça se passe sur 3 athlètes pour remporter, bien sûr, quand on en a une qui est devant, une qui est 3e, la 6e, elle a la pression de la médaille par équipe qui peut se jouer sur sa place. Mmh. Et moi, en fait, on est dans le Connemara. Alors, quand on dit le lac du Connemara, c'est bien les lacs du Connemara parce que je pense que j'ai jamais vu autant de lacs et de tomber dans les mares et les marécages de ce Connemara. Je cours, je confonds les balises en rouge et les moutons qui avaient des points rouges. Je voyais les balises bouger. C'était un truc de folie ce qui se passait lors de ce championnat. Et il y a un moment donné, je me trompe de parcours et j'arrive au milieu d'une ferme. Alors moi qui aime les animaux, je veux bien, mais lors d'un championnat, c'est juste terrible. Donc je suis dans un cul-de-sac, je suis au milieu d'une ferme et là je me dis ah non, mais la victoire peut pas se jouer. C'est juste moi qui suis en train de faire tout rater. Et là, il reste à peu près 15 kilomètres et je suis en pleurs parce que je sais que je suis en train de faire perdre la médaille d'or par équipe, quoi. Et tout repose sur moi et je vois au loin 2 Italiennes qui me sont passées devant et je me dis ça y est, j'ai perdu quoi, j'ai perdu la médaille et je me dis non, les filles elles font le travail devant et c'est pas possible quoi et je bataille mais comme une dératée pour aller les rechercher mais tout en pleurant, en me faisant mal, en tombant, c'était terrible comme course mais vraiment terrible. Et même en le racontant, j'en tremble encore. Et je reviens sur elle. Je finis 6e et on gagne par équipe. Mais je mets des lustres à m'en remettre de cette victoire. Mais c'est quand même une victoire qui nous a permis d'avoir notre petite étoile de championne du monde par équipe. Épisode 28, Charlotte Fumard. Mon oncle qui courait un petit peu me dit mais Charlotte, tu devrais faire du trail, tu devrais tester. Je lui dis ah bon, mais c'est quoi le trail? Je connais pas. Il me dit tu sais en fait c'est de la course à pied dans des sentiers en pleine nature. Ah ouais, d'accord. Donc je me suis inscrite à un trail à Combronde à l'époque, c'est toujours le trail Émilie qui est assez connu et c'était un 22 km je crois et j'ai adoré. Et après, ça m'a plus forcément quitté. Et est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur moment? Le meilleur moment, c'est quand je suis arrivée, quand je voyais cette victoire, la victoire au Festa Trail. Pour moi, ça a été mon plus beau moment, mon plus beau souvenir en trail, c'est celui-là. C'est de faire son premier trail long, de se dire que jamais on va terminer, et finalement d'arriver première. Pour moi, c'était comme ça a été le plus beau moment on va dire de ma vie de sportive quoi, vraiment. Épisode 29, Romain Adam et Run Motion Coach. Donc avec Guillaume, on est originaire à côté de Lanmas en fait en Haute-Savoie. Je précise que Guillaume est ton frère jumeau. Exactement,
On est des frères jumeaux, peut-être qu'on en reviendra après plus tard dans l'épisode. On est donc originaire de Haute-Savoie, côté d'Annemasse, pas très loin des montagnes. Et donc depuis tout petit, on est habitué à randonner. Pour ceux qui connaissent la région, autour du Maule, autour du Salève, mais aussi pas très loin du Mont Blanc. Et quand on était petit, on allait beaucoup avec notre grand-père randonner sur les chemins autour du Mont Blanc. Donc en anecdote que je peux raconter, avec Guillaume, quand on était à l'âge de 7 ans, on avait fait le refuge de Tétrousse sur le chemin du Mont Blanc. Et c'est ça qui nous a donné l'envie de faire le plus possible de montagne, de s'évader, aller parfois aux champignons et puis s'approcher des sommets. Et je crois que cette passion-là, elle nous a un petit peu quittés pendant quelques années à l'adolescence et puis après pendant les études. Et puis on a eu cette envie de revenir près de nos racines. Et je crois que cette passion-là, elle est importante pour nous. Elle est vraiment ancrée dans notre pratique et dans notre vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première course et de tes premiers pas dans cette communauté que tu connaissais pas ? Donc c'est la première course que j'ai faite, c'est avec François, un collègue qui m'avait initié justement à midi, et il m'a emmené vers une course à côté d'Albertville, qui était une course non chronométrée. Et donc pour moi c'était parfait. C'est déjà un concept quand tu viens de la piste et de la route. C'est ça. C'était 20 km et là, j'avais pas ma montre, je l'ai suivi, j'ai fait les ravitaillements, etc., avec les raisins secs. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis à la fin, il y avait pas de podium, rien. Il y avait à manger. J'ai adoré cet état d'esprit. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'aurais envie de faire plus de trail. Est-ce que tu peux nous parler de l'application, des premiers temps de l'imagination entre vous par rapport à ce projet-là et les premiers temps dans le développement? Tout à l'heure, je parlais de mes collègues qui m'ont incité ou en tout cas encouragé à faire du trail. Je dois aussi un petit peu les remercier puisqu'ils me demandaient des conseils pour progresser en course à pied. Et en fait, on s'est rendu compte avec Guillaume que ses amis ou ses collègues, on leur donnait quelques séances clés pour progresser. Par exemple, faire un peu de fractionné pour améliorer sa vitesse, pour améliorer sa résistance. Et le fait d'avoir ces quelques séances-là, ça leur procurait déjà des progrès, mais aussi beaucoup de plaisir, puisque ça leur permettait de varier leur entraînement. Et donc à ce moment-là, Guillaume qui était à Boston et moi à Annecy, on avait de plus en plus de proches et de collègues qui nous demandaient ces conseils-là. Et on s'est dit, il y a une certaine similitude. Les gens ont besoin d'un plan d'entraînement pour progresser, ou tout simplement atteindre leur objectif, même finir un premier marathon, finir un 40 km en trail, ça nécessite un entraînement qui est adapté. Et puis c'est pas parce qu'ils avaient ce plan d'entraînement que pour autant ils le suivaient. Alors ils avaient besoin du coup soit de coups de fil de notre part, soit d'échanges par WhatsApp. Et c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer une application qui intègre le meilleur des plans d'entraînement, mais aussi ses interactions avec un coach digital. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer Run Motion Coach. Épisode 30, Greg Vollet. Tout à l'heure, tu parlais de la communauté du VTT et de son effondrement, entre guillemets. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le trail running pour éviter que ça se reproduise ? Alors c'est important, c'est de rappeler justement ce qui s'est passé dans le monde du VTT. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était sur des courses qui faisaient presque 50 km, entre 40 et 50 km, et qu'il y avait entre 1 et 3 boucles maximum. En 1996, il y avait les Jeux Olympiques d'Atlanta et la fédération a décidé d'intégrer en fait le VTT cross-country au JO. Et c'est cette simple décision qui a été catastrophique pour l'avenir du trail. Ouais, lapsus. Lapsus, ouais. Alors pourquoi tout simplement parce qu'au début, il fallait que le sport devienne télévisuel. Il fallait que ça devienne un spectacle. Donc, on a commencé à faire 6 tours, puis 9 tours. Puis, il a fallu qu'on réduise les kilomètres parce que le format olympique, c'est à peu près 1h30 avec des publicités toutes les 15 minutes.
Et puis, il faut que ce soit rentable. Donc, sur les Jeux Olympiques suivants à Sydney, il fallait 24 caméras. Et puis, sur ceux d'après, il fallait réduire encore. Donc, du coup, on a commencé à faire des parcours de plus en plus artificiels, avec des montées qui étaient en zigzag, où une seule caméra était capable de filmer pratiquement 1 kilomètre. J'exagère un peu. Mais en tout cas, il fallait que ça rentre dans le moule des Jeux Olympiques. Or, c'est un sport outdoor qui se pratique en montagne, pas forcément en montagne, qui se pratique dans la nature. Et l'essence même du vélo tout-terrain, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'improvisation. Toutes ces valeurs ont été complètement enlevées du sport pour garder uniquement la compétition entre les athlètes. Mais l'essence même du sport a été perdue. Et puis, il y a eu donc ce nombre de tours qui se sont multipliés, et la fédération a dit, écoutez, si vous êtes doublé, vous êtes obligé d'abandonner, parce que sinon vous allez gêner les élites. Donc si jamais la moto ouvreuse vous double, vous sortez du parcours. Je me souviendrai longtemps d'une course à Saint-Jean-de-Luz où il y avait mon frère qui est pâtissier et qui n'a pas le temps de s'entraîner. Il était là pour le plaisir, mais comme beaucoup, et c'est normal. Et il n'a pas eu le temps de faire 2 tours, qui s'est déjà fait doubler par la moto ouvreuse. Et ce jour-là, on est parti peut-être à 1200 au départ, et on a terminé la course à 72. Ça a été le déclin du cross-country. Au tout début, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là, quoi. Il y avait combien d'athlètes à cette époque-là dans le team? Une douzaine. Il y avait Anna Frost, il y avait Thomas, effectivement, il y avait Malardet, Christophe, et puis au début il y avait Nerea Martinez aussi, Miguel Heras. Il y avait au début on s'est surtout fixé quelques courses. Donc la première c'était la Western State avec Kilian, et au fur et à mesure en fait les athlètes ont vu que c'était pas des promesses en l'air, et j'ai vraiment pas l'habitude de faire des promesses non tenues, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important pour moi, et ils ont tout de suite vu l'intérêt. On a l'année d'après en 2012 je crois, 2011, on a été courir sur les 5 continents. J'ai repris toutes mes expériences du VTT, les bonnes comme les mauvaises, pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Quand j'étais dans l'équipe Giant International, j'avais l'impression d'appartenir à une famille. On était parti beaucoup plus qu'en trail running. On partait faire des tournées européennes, des tournées américaines, et on partait 3 semaines. On revenait 1 semaine à la maison, et on repartait 3 semaines, on revenait 1 semaine à la maison, etc. Donc on était tout le temps ensemble. On avait notre mécanicien, on avait notre kiné, et puis on était 4 coureurs. Il y avait 2 Norvégiens, 1 Danois et moi. Et finalement, on avait l'impression d'être dans une vraie famille. Et d'ailleurs, mon fils a le prénom du Danois, de l'un d'eux, Lenny, tellement on était proches comme des frères. Et quand je suis arrivé chez Salomon, je savais que c'était la première chose à faire, c'était de créer cet esprit de famille qui allait en fait nous unir de manière très très forte, et qui allait perdurer dans le temps.
Épisode 31, Nathalie Mauclair. Alors, mes premiers pas dans la course à pied, ça a démarré un 31 janvier 2009. Donc, où je fêtais le nouvel an avec des amis, et c'est un ami donc de longue date qui s'était mis à courir et qui avait fait quelques marathons, qui me dit j'ai calé un marathon pour 2010, et je pense que tu as du potentiel, vu ce que tu avais fait il y a 10 ans en VTT. Si tu te mettais à courir, je suis sûre que tu arriverais à faire quelque chose. Je lui dis, ah bon, tu crois, pas très convaincue. Et en fait, il m'avait déjà sollicité, je lui avais dit non les autres fois, et là, je lui dis pas non, je pense que le champagne a un peu aidé. Et je lui dis, c'est où? Alors, il me dit le Mont-Saint-Michel. Comme j'habite au Mans, je me dis, ouais, c'est pas très loin. Et après, je lui dis, c'est quand? Et quand il me dit, c'est le 9 mai 2010, et le 9 mai, c'était le jour de mes 40 ans. J'ai accueilli ça comme un défi, quelque chose d'assez magique, et de me dire, waouh, courir le jour de mes 40 ans, ouais, chouette, quoi. Mmh. Et en fait, je me suis accaparée comme un défi. Et donc, mes premiers pas, c'était pour préparer ce marathon. Donc, moi, j'y connaissais rien. Donc, j'ai regardé sur Internet les plans d'entraînement, tout ça. Et puis après, j'ai pris des conseils auprès de Dominique Chevelier. Et puis, après, j'ai évolué dans ce milieu-là. Alors moi, j'ai une question que je me pose. Tu habites en Sarthe ? Et comment tu fais pour gagner ta première diagonale et habiter en Sarthe ? J'ai couru. Alors, je pense que j'en avais très envie. J'ai jamais douté de mon potentiel. En fait, j'ai fait mes entraînements vélo, course à pied, comme je viens d'en parler. Et j'étais convaincue. Je sais pas comment j'ai réussi à me construire ce mental-là, quoi, mais j'étais convaincue que j'irais au bout. Alors, je savais pas quelle place je ferais, mais déjà, j'avais aucun doute que j'irais au bout bien. Mmh. Et effectivement, ça s'est déroulé comme ça, quoi. Et après, je pense que c'est aussi parce que j'avais fait une bonne prépa. Alors, avec le vélo, les entraînements croisés, je pense que ça permet de bien compenser le manque de dénivelé. Mais nous, notre force, c'est de courir vite sur le plat ou sur les relances ou dans les descentes. Pas les descentes abruptes, mais tout ce qui est faux plat et tout ça. Alors qu'en fait, souvent, ça, on le prend pas comme un atout. Alors que moi, dès que c'est du faux plat, montant, descendant, que je peux courir, je relance tout le temps, quoi. Et alors que les gens qui habitent à la montagne, ils sont peut-être plus forts dans les grandes montées, les grandes descentes, mais ils n'ont pas cette habitude de tout le temps relancer, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait ma force. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir en course ou en trail, si c'est possible? C'est sur un des premiers ultras que j'ai fait au Japon, sur le mont Fuji. Ouais. Le tour du mont Fuji. Donc, je me souviens plus quelle place il avait, mais c'était un des premiers ultras que j'ai fait. Et en fait, le Japon, c'est quand même. Il y a quand même, c'est loin. Il y a une culture qui est très différente. Il y a aussi autre chose à appréhender en dehors de la course. Et en fait, l'hiver, j'avais été blessée. J'avais eu une aponévrosite plantaire. Et donc, c'était la première course début avril de la saison. Et je prends le départ. Et en fait, au bout de 30 km, je commence à avoir des ampoules au niveau des talons. Mmh. Et donc, je m'arrête. J'emmène toujours les petits nécessaires pour soigner mes pieds. En tant qu'infirmière, je me soigne les pieds. Je continue et en fait, je cours pas très bien. Mon mari, dès le 60e, me dit ça sert à rien, arrête-toi là. Et moi, je lui dis on n'a pas traversé toute la planète pour que je m'arrête au 60e. Vu que j'occupais beaucoup, je suis moins concentrée sur ma course, je chute, je me fais une côte, je me casse ou je me fais une côte, voilà. Donc ça va encore moins bien. Et en fait, j'abandonne au 120e kilomètre.
Mais il en restait encore 40 puisque c'était un ultra. Et après, je me dis, bah oui, je me suis infligé des douleurs, de la souffrance, une côte cassée parce que je m'étais un peu entêtée et ouais, courir un ultra avec des grosses ampoules dès le 30e kilomètre, c'était c'était un peu déraisonnable. Épisode 32, Bob Crowley et l'ITRA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter vos premiers pas dans la communauté du trail running? Oui, c'était en 1989 et à vrai dire, cela impliquait 2 coureurs et un cheval. C'est une discipline que nous avons ici aux États-Unis appelée Ride and Tie, devenue une discipline internationale dans laquelle chaque équipe est constituée de 2 concurrents. Le premier court dans un premier temps, le deuxième étant à cheval. Ce sont des trails d'en moyenne 35 à 50 miles. Le cavalier part devant, parcourt une certaine distance, puis attache le cheval à un bosquet ou à un arbre pour son coéquipier, descend et commence lui-même à courir, tandis que son coéquipier récupérera le cheval, le montera, dépassera son équipier pour aller attacher le cheval plus loin, et ainsi de suite. C'est une discipline fantastique et c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Et beaucoup de trail runners à Auburn, en Californie, pratiquaient également le Ride and Tide, et c'est comme ça que m'a été soumise l'idée que je pouvais également courir sans le cheval. Et c'est comme ça que j'ai commencé le trail à proprement parler, en compagnie de certains des concurrents du Ride and Tie. Et c'était au milieu des années 80. Vous avez une grande expérience dans cette pratique. Quelle a été pour vous votre plus grande première course en trail running? Une très bonne question. Probablement la toute première, on est toujours marqué par la première fois. C'était une course qui s'appelait à l'époque le Cool Canyon Crawl, qui s'appelle désormais Way to Cool. C'est une course qui est assez proche d'ici, un trail de 50 km. Un ami m'avait persuadé de le faire et je n'étais pas du tout préparé. Il faisait froid, il pleuvait, il y avait beaucoup de boue et j'ai fini dans un état lamentable. Mais j'ai terminé la course et j'ai véritablement eu ce sentiment d'accomplissement et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais mordu. J'avais attrapé le virus du trail et je n'ai jamais quitté la discipline. C'était en 1990 et je ne me suis pas arrêté depuis. Et quel est votre avis concernant l'image que nous avons de l'ITRA en France? Eh bien, je sais que si vous prêtez attention à qui étaient les membres fondateurs de l'ITRA lors du meeting initial de Courmayeur en 2012, vous noterez que la plupart des participants, ainsi que la plupart des membres fondateurs, étaient français. Il est donc assez peu surprenant de voir que l'intérêt et la connaissance de ce qu'est l'ITRA est plus importante en France qu'ailleurs dans le monde. Bien évidemment, Michel est français, donc le projet a été mené par les Français et on a conservé sa forme, les statuts ainsi que la formation reflètent clairement cela. J'ai été mis au courant lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ITRA que sa perception par le public était assez proche de celle de l'UTMB ou que la perception de l'UTMB était assez proche de celle de l'ITRA et c'est une chose que je peux comprendre dans la mesure où la plupart des services que nous offrions aux organisateurs de courses étaient en rapport avec les points ITRA, lesquels étaient absolument essentiels dans l'optique d'une qualification ou d'être bien placé pour le tirage au sort de l'UTMB ou d'autres courses. Même chose pour l'index de performance qui permet d'évaluer ou de classer les athlètes qui pourraient participer à l'Ultra Trail World Tour, qui fait également partie du groupe UTMB. Je peux donc comprendre que l'opinion publique puisse avoir l'impression que l'ITRA soit une sorte de prestataire de service auprès de l'UTMB, mais ce n'est tout simplement pas le cas. J'y suis toutefois sensible et l'une des premières choses qu'on a voulu mettre en place a été de rendre nos activités à l'ITRA beaucoup plus transparentes. Et également, et je pense que c'est encore bien plus important, je me suis rendu compte que si l'on revient aux origines de la réunion de Courmayeur, au final, la charte, la mission de l'ITRA est véritablement centrée sur la passation et la préservation des valeurs de la communauté, car, et il faut être honnête à ce sujet, la communauté est constituée à 99,9% de simples runners, pas d'organisateurs de courses, pas d'élites, simplement de gens qui aiment pratiquer le trail.
organizers, it's not elites, it's just people that love to run the trails. Like me. Just like us. Exactement comme nous. Et je pense que la voix du runner type n'a pas forcément eu le même écho au sein de l'ITRA que d'autres voix. Et c'est le monde duquel je viens. Je suis à l'origine un simple amoureux du trail running. J'aime sa communauté, j'aime les gens qui le pratiquent, j'aime le système de valeurs qu'il promeut. Et c'est pour cela que j'en fais partie depuis bientôt 30 ans. Et c'est aussi pour cela que je tiens à m'assurer que ces caractéristiques, que ces spécificités soient mises en avant de manière systématique afin que, lorsque nous accueillons de nouveaux venus dans la discipline, ou même pour les pratiquants réguliers qui peuvent de temps à autre avoir besoin d'une piqûre de rappel, que tous sachent les raisons qui nous poussent à faire ce que l'on fait, pourquoi c'est si spécial et si important. C'est pour cela que je pense que mettre le coureur au centre de nos attentions doit être une priorité, et c'est une petite révolution pour l'ITRA, donc cela prendra forcément du temps de prendre l'habitude de penser systématiquement aux runners, à tous les runners, tout autour du globe, en premier lieu. Épisode 33, Cyril, le TAS Trail Runner. Je suis arrivé là-bas avec mon franc-parler et on m'a demandé ce que je voulais faire. Mmh. Et j'ai dit, je suis pas là pour m'ennuyer, donc faites-moi faire l'armée, la vraie, quoi. Mmh. Je veux vivre l'armée. Donc je suis resté dans une unité d'instruction pendant 10 mois, dans les troupes de montagne. D'accord. Donc, à quel endroit ? À Vars, mais pas à Vars, dans les Alpes du Sud, hein ? À Vars, au sud de Grenoble. D'accord. Voilà. En fait, c'est à Vars, Aléré, Rissé, au sud de Grenoble. Mmh. J'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne. C'était pendant la période du conflit en ex-Yougoslavie. D'accord. Et donc, on incorporait les jeunes recrues pendant 1 mois. Donc là, c'était les classes pendant 1 mois avec les nouvelles recrues. Et puis le mois où on était libre, c'était montagne à bloc. D'accord. Été comme disons. Hiver, ouais. Et puis pour finir l'été. Quoi. D'accord. Donc c'est là que j'ai découvert le goût de l'effort à la montagne. T'avais quel âge là ? Là je suis parti en 94, donc j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Donc c'est là qu'est née la passion pour la montagne. Ouais, bon, avec mes parents, on a tout le temps crapahuté, j'ai toujours fait du sport, hein, bien évidemment, mais là j'ai vraiment découvert l'effort de montagne. Avec un adjudant... Un adjudant-chef, qui, en fait, quand on était en dehors de la caserne, il n'était plus adjudant-chef, il était montagnard. On va dire que la vraie révélation, je crois que c'est 2004. L'été 2004 ou 2005, je crois que c'est la 2e édition de l'UTMB, ouais. Je vois le départ. Tu vois le départ sur place ? Ouais, j'étais à Chamonix. T'étais à Chamonix. Ça fait des années que j'allais à Chamonix. Et l'UTMB passe derrière le camping et on avait entendu parler de cette course et je m'installe sur le... Pour les voir passer. Pour les voir passer. Et là, quand on se dit, à l'époque, je crois qu'ils partaient pour 140 km. Ouais, c'était un peu plus court. C'était un peu plus court à l'époque. Mais quand on les voit partir... Et là, je me dis, pour mes 40 ans... T'avais quel âge à l'époque quand tu te dis ça ? J'avais 30 ans, quoi. J'avais une trentaine d'années. Ouais, j'avais une trentaine d'années. Et je me suis dit, pour mes 40 ans, je ferai ça. Et puis il y a 2015, alors. 2015, c'est ton objectif ouais, là, je passe 3 semaines à Chamonix. 3 semaines à Chamonix ? Ah ouais, j'ai passé. Ouais, moi, j'ai toujours passé entre 2 et 3 semaines à Chamonix. Ouais. Et là, je passe 3 semaines à Chamonix et j'arrive à Chamonix... Pendant 2 semaines, je fais rien et je me pointe au départ. Et là, c'est le cataclysme. Parce que je pense que c'est comme les marathoniens quand ils font New York, ils font Londres ou Berlin. Ouais, là, l'émotionnel est... Ah ouais ? Ah ouais, c'est un paroxysme. En plus, je le fais avec un ami. Ouais. Avec d'autres amis aussi de Marseille avec qui je cours. Peut-être que tu le connais, Julien Deschamps. Non. Qui cavale. C'était son premier ultra aussi, Julien. Bon, lui, je crois qu'il le boucle en 26 heures ou 27 heures. Voilà. Et émotionnellement, j'ai été pris parce que, comme tu l'as dit, c'est 10 ans de labeur.
à peu près. Ça part à balle. Ouais. À balle. Parce qu'on est parti à 5 au kilo. À bloc. J'arrive aux ouches. J'ai failli abandonner. Ah ouais. Malaise. Les ouches tremblaient. J'ai failli arrêter. Il faisait une chaleur atroce. J'ai dit, c'est pas possible. Je m'arrête pas au ravito. Parce que j'avais décidé de pas m'arrêter. J'ai dit, tu tires jusqu'à Saint-Gervais. On attaque la première montée. Et là, dans la montée, je me fais doubler. Alors que, bon... Normalement, je suis pas très bon descendeur, mais à monter, c'est compliqué. Et je me fais doubler. Et alors là, le moral, bing. Donc, commence à, disons, le jour commence à tomber et je bascule sur Saint-Gervais et tu as une balise. Je crois que si on regarde sur Live-Trail, je dois être sur les 2700 ou 2500 qu'on est au départ, je dois être 2000 centièmes. Ah ouais. Je suis au fond du fait-tout. Mais au fond du fait-tout. J'arrive. Je rigole, mais. Non, mais tu peux en rigoler compliqué. parce que j'arrive mais au fond du fait-tout. J'arrive à Saint-Gervais, je suis un peu limite. Et avec Live-Trail, en fait, le ravitaillement des contaminements joie, je suis hors barrière. Avec Live-Trail, je suis hors barrière. Avec le rythme et la prévision de Live-Trail, tu te fais sortir. Je saute au contaminement joie. J'arrive au contaminement joie avant la barrière, on va dire peut-être 20 minutes ou 15 minutes avant la barrière. Donc ravitaillement rapide parce que en fait la barrière te prend à la sortie. Et après tu pars direction, comment on appelle, le col du bonhomme. Et là bizarrement ça revient. Ça revient un petit peu, tu descends le col du bonhomme, tu repars, ça va à peu près, tu redoubles un peu du monde, mais il fait nuit, donc le rythme est bon. Et à 6h du matin, j'arrive en haut du col de la Seigne. Alors c'est magnifique, hein. 6h du matin, le jour se lève, au fond, tu es en Italie. Quoi. Sauf que j'avais fait mon calcul sur un vieux tableur Excel, et en fait, cette année-là, ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté un truc qui s'appelait les pyramides calcaires. Parce qu'en fait, à l'époque, l'UTMB ne faisait pas 10 000. Il leur manquait 400 mètres ou 300 mètres. Et ils nous font passer par les pyramides calcaires. Et les pyramides calcaires, c'est un chantier. Il n'y en a pas beaucoup qui y sont passés depuis 2015. Ils n'ont pas, je crois qu'ils n'y sont même pas passés cette année encore, ils ont l'année dernière. Les cailloux des Calanques, c'est un truc, mais là-haut, c'est des blocos. Ah bon? Ah ouais, il y a des trucs, voilà. Bon. Tu y passes un temps fou. Mais un temps fou. Un temps fou. Il y a 400 mètres de dénivelé. Je crois qu'on a mis 2h30 pour monter et descendre. Ah ouais. C'est garnage. Garnage. Et j'arrive au lac Combal. Et là, c'est l'apocalypse au lac Combal. Il y en a de partout. De partout. Et les gens, au ravitaillement, ils te disent... je crois que cette année, ça va frapper sévère. Et moi, je vois ma montre, je n'étais pas bien. Quoi. Et je repars. Tu montes et après, tu attaques la descente sur Courmayeur. Et là, Courmayeur, pareil, comme j'avais fait un mauvais calcul, je devais, théoriquement, la barrière horaire, j'avais calculé dans ma tête, elle était à midi à Courmayeur. Et en fait, avec mes prévisions de descente, le temps qui me restait, j'ai dit, je ne vais pas y arriver. Quoi. Et là, le moral a plongé, mais sévère. Et puis, il se passe un phénomène bizarre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je cours avec deux gris-gris sur moi. J'allais te poser la question en fin d'épisode, mais vas-y, tu peux y aller. Je cours avec deux gris-gris. En fait, ces deux gris-gris, c'est mes enfants, en fait, qui me l'ont donné quand j'ai fait mon premier 5 km, au départ de mon premier 5 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTMB. Sauf que j'avais Mini sur un côté, et Mini, elle parlait avant. Mais comme elle a subi déjà les Templiers, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. Et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. C'est pas vrai. Elle reparle. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, comme aurait pu te dire ta fille, ou ma fille, je t'aime, ou elle dit I love you. Et je dis, non, c'est pas possible, je continue et elle reparle. Alors soit j'ai halluciné, ou soit c'est réel. Et là, bizarrement, un flash. Je regarde mon papier et il me dit mais c'est à 13h que tu dois arriver à Courmayeur. Et là, je regarde l'heure et je dis mais c'est bon, tu as 1 heure d'avance.
Et je repars. Et j'arrive à Courmayeur. Bon, Courmayeur, j'arrive à midi, il faisait une chaleur accablante. Ouais. Et bizarrement, ma fille avait décidé de faire le ravito. Et j'y reste 3 quarts d'heure dans le ravito. Je mange même pas, j'étais pas bien. Je repars et là je dis, de toute façon maintenant c'est fini, c'est les barrières qui t'élimineront, on est quasiment à la mi-parcours et dans ma tête je me dis c'est les barrières horaires qui vont te virer, quoi. Et je pars et là il faut monter à Bertogne et je pars et bizarrement les sensations reviennent. J'étais pas fatigué mais les sensations là elles arrivent. Épisode 35, Harry Ratsira Onana. Donc 2017, j'ai l'impression que c'est un peu l'année charnière où tu découvres le trail. Alors tu peux m'expliquer un peu cette période-là? En fait, je l'ai découvert parce que c'est pour en revenir justement à l'association. En fait, donc jusqu'à 2007, j'ai couru régulièrement avec des collègues. Et en fait, il y avait une boutique une boutique de running, jogger à Mulhouse, qui a ouvert. Si tu veux, tous les jeudis soirs, en fait, il y avait donc ils avaient une team et il y avait un athlète de leur team, donc Ali, pour pas le citer, donc c'est lui il animait en fait tous les jeudis, ce qu'on appelle les jeudis d'Ali en fait. D'accord. Les jeudis d'Ali en fait, c'était quoi? C'était une séance de côte, donc on partait de la boutique et lui en fait c'est lui qui animait cette séance et en fait moi j'avais en passant un jour devant ce magasin, j'avais vu qu'en fait il commençait il proposait ses séances. Et en fait, j'avais essayé une fois et en fait, c'est en rencontrant Ali que voilà, donc en échangeant avec lui, donc lui il me disait qu'il faisait beaucoup plus de trail. Et un jour, il avait proposé une sortie trail et en fait, je me suis greffé à une sortie. Puis c'est là où j'ai commencé, où je me suis rendu compte que putain, c'est pas mal. Comment tu l'as géré cet abandon après coup? Alors, j'ai pas fait la meilleure des. Si tu veux, c'était très dur. Surtout que j'étais avec un copain, lui qui avait fini. Lui, il avait pas fini. Et donc, ça a été dur pour la première semaine. Mais en fait, je supportais pas finir sur un échec. Et en fait, alors, j'ai peut-être pas fait la meilleure des choses. Mais en fait, 2 semaines après, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrit en fait je me suis lancé sur l'Infernal Trail des Vosges, en fait, qui est une course pas de chez moi. Et c'était pas la meilleure des choses, parce que bon. J'étais allé voir mon ostéo donc après la course, une semaine. Donc il m'a dit tu reposes bien 10 jours et tout et tu pourras reprendre. Et moi voilà, il fallait pas m'en dire plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit sur l'Infernal. Oui, quand il t'a dit tu pourras reprendre, il t'a pas dit quoi? Mais je l'ai pas dit. En fait, je lui avais pas dit que je voulais faire. Mais dans mon coin de ma tête, en fait. Et puis si tu veux, 2 semaines après, c'était 3 semaines après la course. Et si tu veux, j'ai commencé à trottiner, c'est allé. Et en fait, je me suis lancé sur l'Infernal. J'étais sorti d'un abandon. J'avais pas vraiment préparé. Si tu veux, entre 2 courses, j'avais quasiment rien fait. J'y suis allé un peu, pas en claquette, mais si tu veux, j'y suis allé, voilà, et je me suis dit, parce qu'en fait, j'avais cette frustration, en fait, j'avais besoin de renouer avec le finish, en fait. Épisode 37, Vincent Guiliani et le Trail de Haute-Provence. Je suis reparti de Sillaos avant lui. J'ai fait le montée du taille beat devant et puis je sais plus, celui d'après au kilomètre 77 j'arrive à ce ravito et là je sais pas ce qui m'arrive mais je craque alors qu'on est qu'au 77e, mais je crois que j'ai pris un gros coup de chaud dans la montée. C'était avant que les nuages arrivent et on était bien exposés et tout ça. Et là j'étais en pleurs, j'appelle Valérie mon épouse, j'étais en pleurs et en fait j'ai eu à peine le temps de m'apitoyer sur moi que Thierry est arrivé. Il m'a embarqué. Tu continues. Tu dois continuer, tu verras, ça va être bien fait. Exactement. Et là, du coup... Donc du coup, reboussé pareil. Ouais, là, je savais pas, j'avais juste... J'ai dit, il faut que j'arrête de pleurer parce que... j'ai raccroché, j'ai dit à Val, écoute, il y a Thierry là. Thierry arrive. Il fera le relais. Je vais avec lui. Il mangeait son rougail saucisse sans problème.
Et il était avec un autre copain breton qui avait pour objectif de finir dans les 20 premiers, mais qui avait un problème au genou, donc il est reparti tranquille. Et nous, on est reparti, et il m'a comme ça, et il m'a amené jusqu'en bas du Maïdo. D'accord. On a fait 30 km comme ça. Là. Ouais. Puis en bas du Maïdo, pourtant ça a toujours été mon rêve que de faire la diagonale avec Thierry. Ouais. Je lui ai dit je te laisse là parce que j'étais plus en train de faire ma course. J'étais plus dans ton rythme. C'est surtout que j'étais dans les pas de Thierry, mais je la vivais plus en fait ma course. Alors j'étais bien d'être avec Thierry. Ouais. Mais c'était pas ce qu'on avait, c'était pas vraiment ce qu'on avait prévu en fait de la faire ensemble, de la suivre à tout prix. Et moi j'étais venu la faire plutôt avec mon épouse qui faisait l'assistance. Ouais. Et à un moment je me suis dit, je suis plus dans ma course. Et quand j'étais en Bayou Maïdo, et en même temps j'avais plus de doute sur le fait que j'allais la finir. Et 2016. On est samedi soir, il est 22h, et là on avait changé d'équipe de production d'images. On est avec l'équipe d'Isabelle de Mousse Production. Ouais. C'est la première année qu'ils interviennent, et à 22h le samedi soir on a les premières images de la journée. Et je vois, j'en ai encore des frissons. Et du coup, on a le premier montage, ça dure 2 minutes. Là, tu réalises ce que tu as fait pendant un an. Ouais. Tu vois les coureurs. Ouais. Et 2016, ça a été une année magique parce qu'on avait, la cime des Alpes qui était enneigée. Et du coup, il y avait un contrat. Moi, je l'ai toujours appelé la cordillère. On avait notre cordillère des Andes à nous. Tu vois. Et quand tu vois... ce que tu as fait, les images des coureurs qui sont dans la montagne de Lure, et tu en as un qui se pose sur ce qu'on appelle la fenêtre, parce que en fait c'est un endroit avant la dernière arête sommitale où tu descends, tu as un plat, tu as l'arête sommitale, et là tu as 1000 mètres de gaz dessous, tu as la vue sur la vallée du Jabron, et en même temps sur l'arc alpin, et tu as le mec qui se pose, il arrive de la combe, il sort, il se pose, il regarde. Je crois que j'ai vu cette image, elle me parle cette image. Et là, ça te pète à la gueule. En fait. Ah ouais, et là, en plus ils ont fait le montage, ils ont mis la musique, le truc qu'on n'avait jamais eu. C'était la première fois qu'on avait un truc pareil. Et là on se retrouve avec Florence, parce que dans l'équipe rapprochée il y a Céline, Léonie et 2 Florence, et qui sont là depuis le début et qui font un travail formidable. Et là donc il y a Florence Cornuet qui est elle en charge de tout ce qui est inscription, retrait des dossards, donc il ne voit pas beaucoup de jour parce qu'en plus pendant longtemps la partie inscription et les dossards c'est à l'intérieur de la salle Pierre Michel, donc elle est un peu coupée du reste de l'événement. L'autre Florence Gavrel qui s'occupe du village est connectée tout le temps avec les coureurs, avec ce qui se passe dehors, et donc Florence Cornier elle est déconnectée, elle est un peu à part. Et là on se retrouve tous les deux, t'as Mousse Production qui nous passe les images, je l'appelle et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran. C'était énorme. Donc tu vois, ça me fait. C'est génial, c'est génial. Donc c'est ce moment-là pour toi qui t'a. Ça c'est, tu vois, c'est quand tu passes de l'amateurisme, toujours amateur, mais ce que je veux dire c'est que d'un seul coup tu vois les images qui sont montées comme par des pros avec une musique qui est juste ce que tu as de. Tu savais pas ce que tu allais avoir comme musique, mais le tout ensemble, tu as 2 minutes, tu te dis putain, ça fait 1 an qu'on travaille pour ça, et les gars ils ont la banane, et il y a des images qui sont fabuleuses. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que ce hors-série, les moments choisis de la saison 1 partie 2, vous a plu. Comme habituellement, je ne cesse de vous répéter, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, et n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire à la newsletter mensuelle. Mais le moyen le plus efficace de faire connaître le projet et d'agrandir la communauté, c'est d'en parler à des personnes autour de vous, donc faites passer le message. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, mais d'ici là n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut